On dit que l'argent peut tout acheter, sauf l'éducation. Mais il y a des choses que même l'éducation ne peut pas régler. Dis-moi, as-tu déjà vu un homme en costume, plein aux as, incapable de demander un verre d'eau en anglais lors d'une réunion internationale? Eh bien, ça arrive. Et parfois, c'est à cause d'un entêtement hors norme ou d'un manque de chance scandaleux. Dans cette histoire, on avait les deux dans un seul homme, Monsieur Arthur Ménézès. Arthur faisait partie de ces riches sortis de nulle part. Un homme de la terre, avec un visage buriné par le soleil et les mains tachées de boue, jusqu'au jour où ses troupeaux sont devenus or, et l'or des immeubles. Il n'avait pas de diplôme, ni d'études à l'étranger, mais il ne manquait jamais d'argent. Pour lui, montrer le solde de son compte suffisait à faire plier tout le monde. Et ça marchait. Jusqu'à cet après-midi-là, dans une salle de réunion luxueuse, à l'odeur de café cher et de bois fraîchement ciré, où il s'est vu, lui, plié par sa propre ignorance. La réunion se faisait avec des étrangers, aux yeux bleus si froids qu'ils donnaient des frissons rien qu'en les regardant. Hommes et femmes venus de New York et de Londres, costumes sur mesure et sourires faussement polis. Des gens qui parlaient avec des mots compliqués, des phrases qui serpentaient comme des vipères autour des jambes, de ceux qui ne comprenaient rien. Arthur, qui régnait en maître sur son territoire, était là plus perdu qu'un aveugle au milieu d'un feu croisé. À ses côtés, ses conseillers, tous grassement payés, bien cravatés, avec le sourire commercial bien rodé. Mais quand il fallut traduire, expliquer, démêler la situation, plus personne ne se souvenait du moindre mot d'anglais. Pas même « to be ». Arthur suait à grosses gouttes, sentant le poids des regards étrangers qui visiblement comprenaient qu'il était dépassé. Chaque seconde dans cette pièce semblait durer une éternité. Un silence pesant, plus assourdissant que le vacarme d'un marché en colère. Tu te demandes sûrement où était le traducteur. Eh bien, mon ami, la vie a parfois un sens de l'humour bien cruel. Le traducteur officiel était coincé dans les embouteillages, injoignable. Et là-bas, tout le monde pensait qu'un homme riche pouvait tout résoudre, seul. Arthur pensait déjà à abandonner, à sortir de cette salle, la honte au visage, quand la porte grinça doucement. Un de ces grincements discrets qu'on n'entend que dans les entreprises bien huilées. Et c'est là qu'elle est entrée. Une jeune fille frêle, vêtue simplement, les cheveux attachés en queue de cheval. C'était Anna, la fille de la femme de ménage, employée de la société depuis plus de 20 ans. Anna n'avait ni luxe, ni fortune, mais elle possédait quelque chose que personne dans cette salle n'avait, du courage. « Pardon, monsieur Arthur, désolé d'interrompre. Maman a oublié son sac ici tout à l'heure. Est-ce que je peux le récupérer rapidement ?» Arthur allait répondre, agacé, mais parla instinctivement en portugais. Aussitôt, les étrangers échangèrent des regards confus, se demandant ce qui se passait. Anna esquissa un sourire timide, presque gêné, puis répéta, cette fois en anglais, un anglais si clair et fluide qu'il en devenait mélodieux. « I'm so sorry, Mr. Arthur. My mother forgot her purse here earlier. May I quickly get it, please? » La salle entière se figea. Arthur resta bouche bée. Cette fille que tout le monde ignorait dans les couloirs, avec son seau et sa serpillière, parlait maintenant comme si elle venait de l'autre côté de l'océan. Même les étrangers, jusqu'alors impatients, esquissèrent un sourire de surprise. On aurait dit une caméra cachée, mais ce n'était pas le cas. Arthur fixa Anna quelques secondes, ces secondes qui peuvent changer une vie. Et à cet instant précis, ce millionnaire illettré en anglais réalisa qu'il tenait peut-être entre ses mains quelque chose de plus précieux que tout son argent, une chance de renverser la situation. D'une voix rauque, tentant de dissimuler sa surprise mêlée de soulagement, il déclara « Anna, ma fille, reste ici. Je crois que tu es arrivée au bon moment. Et si tu aimes les bonnes histoires, clique sur like et abonne-toi, parce que tu ne vas pas croire ce qui va suivre. Tu vois, parfois, la solution la plus improbable vient d'un endroit inattendu, comme un bricolage de pauvres. On n'y croit pas, mais ça marche. Et ce jour-là, dans cette grande salle avec vue sur toute la ville, remplie d'étrangers cravatés au visage fermé, la solution est entrée en tongs et en vêtements usés. Anna s'approcha lentement, encore méfiante, ses yeux fuyant d'un bout à l'autre de la table. L'ambiance était tendue.
Arthur se racla la gorge et demanda à voix basse, presque en chuchotant, « Anna, tu parles vraiment anglais ou tu as juste appris cette phrase par cœur ?» Elle sourit timidement et répondit sur le même ton, en portugais cette fois. « Oui, je parle. Maman disait que l'étude, c'était tout ce qu'elle pouvait m'offrir, alors j'en ai profité. » Arthur haussa un sourcil, impressionné. Ce n'était pas le moment de douter. Il décida de tenter sa chance. Après tout, ça ne pouvait pas empirer. Il inspira profondément, pointa une chaise à côté de lui et fit signe à Anna de s'asseoir. Tous dans la pièce suivaient la scène, médusés. « Reste ici avec moi, ma fille. Tu vas tout me traduire. Et ne me cache rien, tu entends ?» Anna hocha la tête rapidement et s'assit, droite comme si elle faisait ça tous les jours. La fille frêle de la femme de ménage était désormais au centre de l'attention, entourée d'hommes d'affaires millionnaires et de dirigeants étrangers. L'un d'eux, le plus grand, au costume bleu et à la barbe bien taillée, dit quelque chose avec un ton visiblement agacé. Anna se tourna aussitôt vers Arthur. « Il dit qu'ils ont déjà perdu trop de temps. Ils veulent une réponse finale pour le rachat de votre entreprise. Ils pensent que vous gagnez du temps exprès. » Arthur serra les poings sous la table. Leur offre était bonne, très bonne, plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Mais il y avait un problème. Sa fierté d'homme de la campagne, forgée dans la sueur, ne lui permettait pas de vendre son empire aussi facilement, et voilà que son destin était entre les mains d'une fille qu'il connaissait à peine. Mais avant qu'il ne réponde, l'homme en costume bleu continua de parler. Anna devint rouge, baissa les yeux et hésita avant de traduire. « Dis-le, ma fille. Pas de détour, » insista Arthur. Il dit que vous êtes trop incompétent pour gérer quelque chose d'aussi grand, que sans éducation, on ne comprend jamais la vraie valeur des affaires. Il dit qu'ils rachèteront tout, avec ou sans vous. C'est juste une question de temps. » Le visage d'Arthur vira au rouge. Une colère montait en lui, si forte qu'il avait du mal à respirer. Il regarda Anna, et pour la première fois, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez personne dans cette entreprise pleine de lèche-bottes. Cette fille était là, non pas pour l'argent, mais parce qu'elle n'avait rien à perdre. Il inspira profondément et la fixa avec une gravité presque paternelle. « Anna, tu leur dis que j'ai peut-être pas fait d'études, ni de diplôme, ni toutes ces bêtises qu'ils ont là-bas. Mais j'ai une chose qu'ils ne pourront jamais acheter, la parole. Et ma parole n'est pas à vendre. » Anna inspira à son tour, se tourna vers les étrangers et traduisit. Elle parlait avec assurance, sans trembler, avec une précision étonnante. Finit la fille timide. Lorsqu'elle eut terminé, les étrangers restèrent silencieux. Le costaud à la cravate bleue se tortilla sur sa chaise pendant que les autres chuchotaient. « Qu'est-ce qu'ils disent maintenant, Anna? Parle-moi, ma fille. » Ils discutent. Ils sont déconcertés par votre réponse. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un refuse autant d'argent. Ils pensent que vous bluffez. Arthur ricana amèrement et répondit, plus pour lui-même que pour les autres. Ces gens-là croient que le monde tourne autour de l'argent. Mais parfois, il faut savoir dire non pour leur rappeler que l'argent n'achète pas l'honneur. Anna sourit légèrement et ajouta à voix basse, « Ni les femmes honnêtes non plus, monsieur Arthur. » Il la regarda, surpris, percevant pour la première fois la force cachée derrière cette fille simple, apparemment fragile. Anna avait une étincelle dans les yeux, une détermination rare, que seuls ceux qui ont vu leur mère laver les sols des autres peuvent comprendre. La réunion se termina sans accord. En partant, un des étrangers se tourna vers Anna et la salua respectueusement en anglais. Arthur remarqua la scène et demanda, curieux, « Qu'est-ce qu'il t'a dit, ma fille ?» Anna sourit, plus confiante. « Il m'a dit que j'aurais dû être celle qui négociait depuis le début, parce que je vaux plus que tous ces hommes réunis. » Arthur resta silencieux. Cette phrase résonna comme un éclair dans sa conscience. Il avait passé sa vie à croire que l'argent réglait tout, mais il comprenait maintenant qu'il existait des valeurs, que même l'argent ne pouvait acheter. Mais Anna gardait un secret encore plus grand que son talent pour l'anglais. Et ce qui allait arriver allait bouleverser bien plus que le monde d'Arthur Menezes. Oui, le monde tourne, parfois violemment. Mais il y a des gens qui, même en voyant le monde tourner juste devant leurs yeux, préfèrent faire comme si rien ne bougeait. C'est exactement ce qu'a fait Arthur Menezes après cette réunion.
Il aurait pu sortir de là, transformé, reconnaître le talent de la jeune fille, reconsidérer ses idées, mais non. Il fit ce que beaucoup font quand ils se sentent menacés par ce qu'ils ne comprennent pas. Il fit semblant. Ce même après-midi, dès que les étrangers quittèrent l'entreprise, Anna prit congé poliment. Elle dit qu'elle allait retrouver sa mère, sûrement en train de balayer les couloirs du 2e étage. Arthur la remercia rapidement d'un geste bref, presque agacé. « Merci, Anna, tu peux y aller. » Et dès qu'elle quitta la pièce, son visage se ferma. Il resta là, immobile, les yeux dans le vide, tentant de comprendre comment lui, Arthur Menezes, avait pu être sauvé par une fille au salaire minimum. Un des assistants s'approcha, souriant nerveusement. « Ouf, hein, patron, quelle chance qu'elle soit là aujourd'hui, cette fille !» Arthur lança un regard noir et l'homme se tut aussitôt. Il n'aimait pas paraître faible, et encore moins dépendant. Au fond, il ressentait un mélange étrange, du soulagement et de la honte, fierté blessée assaisonnée d'un soupçon de vanité. Ce soir-là, Arthur rentra chez lui, plus silencieux que d'habitude. La grande maison paraissait encore plus vide. Même son whisky préféré n'avait pas de goût. Assis dans le fauteuil de la véranda, comme chaque fin de journée, il regardait le jardin parfaitement éclairé. Mais ses pensées étaient loin de là. Fille intelligente, quand même, pensa-t-il. Mais peut-on vraiment lui faire confiance? Et si elle avait juste appris quelques phrases, peut-être qu'elle n'a rien compris à ce qu'elle traduisait. Il commença à se justifier. Il appela le service RH, demanda le dossier complet de l'employé. Nom, âge, école, bourse, casier judiciaire. Il cherchait un défaut, un prétexte pour justifier le malaise qu'il ressentait. Mais le dossier était impeccable. Ana Beatriz Santos Silva, 22 ans. Études dans une école publique de référence grâce à une bourse. Meilleure note de sa classe. Anglais appris seul, en regardant des films sous-titrés, en écoutant de la musique, en étudiant sur Internet. A tenté une bourse à l'université fédérale, mais a échoué à quelques points près. Travaille à mi-temps comme monitrice d'anglais dans une association. Aucun antécédent, aucune plainte, aucun faux pas. Trop parfaite pour être vraie, pensa Arthur. Le lendemain, en arrivant à l'entreprise, il passa devant le hall et entra dans l'ascenseur. À côté de la porte, la femme de ménage, Donna Rosigna, la mère d'Anna, était agenouillée, nettoyant avec soin les plaintes. Arthur s'arrêta un instant. Il la fixa. Elle leva les yeux, lui adressa un sourire timide. « Bonjour, monsieur Arthur. » Il hésita un instant, comme s'il allait dire quelque chose, mais se contenta d'un bref signe de tête. Il ne parla pas de sa fille. Il entra dans l'ascenseur et disparut. Nier, c'est facile. Accepter que le monde change, que le pouvoir change de main, que la connaissance ne vit plus seulement chez les riches, c'est ça qui est difficile. À l'heure du déjeuner, la scène se répéta. Un des directeurs suggéra de faire de nouveau appel à Anna pour une vidéoconférence. Et Arthur répondit sans réfléchir. « Pas besoin, j'ai réglé ça. On ne vend plus rien pour le moment. » « Mais patron, ce serait bien de profiter pendant que l'offre tient. J'ai dit non, et on ne reparle plus de ça. » Il coupa court. Plus tard, en passant devant la cafétéria, il entendit des rires. C'était Anna, qui apprenait un virelangue en anglais à 2 stagiaires. Son rire était léger, presque enfantin, et cela perturba Arthur d'une manière étrange. Jalousie, colère, peur, il ne savait pas. Dans sa tête germait une idée tordue, comme quand on mélange fierté et insécurité. Il se disait que s'il fermait les yeux, tout reviendrait à la normale, que la fille redeviendrait invisible. Mais ce qui a été vu ne peut plus être ignoré. Le destin, mon ami, est têtu, et Anna, sans le savoir, avait mis les pieds dans un nid de guêpes bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Mais rien de ce qu'elle avait vécu ne se comparait à ce qu'elle allait découvrir, à cause d'une simple lettre oubliée dans le placard de sa mère. Il y a des gens qui passent leur vie à nettoyer la saleté des autres et qui, malgré tout, gardent plus de dignité que bien des docteurs en costume-cravate. Donna Rosigna était de celle-là, silencieuse, discrète, toujours les yeux baissés, les pas feutrés, mais la tête pleine d'histoires jamais racontées. Et c'est dans l'un de ces silences qu'Anna trébucha sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû trouver. C'était un mercredi en fin d'après-midi. La pluie commençait à tomber, fine,
traçant des lignes sur la fenêtre du petit appartement qu'Anna partageait avec sa mère. L'odeur du café passé à la main emplissait l'air, tandis que Donna Rosignà pliait soigneusement les torchons dans le placard de la cuisine. Anna venait juste de rentrer du travail, les yeux encore brillants du souvenir de la réunion qu'elle avait sauvée 2 jours plus tôt. Elle se sentait étrange, comme si elle avait ouvert une porte qui n'aurait jamais dû l'être. « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu comprenais l'anglais ?» demanda-t-elle en riant, enlevant ses chaussures trempées. Donna Rosignà s'arrêta une seconde, les doigts serrant un torchon à motif de pintade. Le sourire disparut de ses lèvres fines. « Parce que je n'ai jamais su. Mais tu comprends un peu, non ? » ?»« Non, ma fille. Pas un mot. Je sais à peine écrire le portugais. » Anna comprit qu'elle avait touché un point sensible. Elle changea de sujet. Mais ce malaise resta là, suspendu dans l'air, comme une odeur qu'on ne chasse pas. Des heures plus tard, en cherchant un vieux cahier dans l'armoire de sa mère, elle tomba sur une boîte en carton attachée avec de la ficelle. Elle était lourde, remplie de papier jauni, de cassettes VHS, de vieux albums. « Maman, je peux regarder ce qu'il y a là ? Ce sont juste de vieilles affaires. Je ne sais même pas pourquoi j'ai gardé ça. » Mais Anna ouvrait déjà la boîte. Le couvercle grinça comme si on brisait un seau vieux de décennies. À l'intérieur, une enveloppe rouge attira son attention. Fermée, mais non scellée. Un nom y était inscrit, en lettres petites, presque effacées. Arthur Menezes. Anna eut un frisson. « Maman, ce nom-là, ce n'est pas celui de notre patron ?» Donna Rosignà, qui était dans la cuisine, laissa tomber le torchon. Elle accourut dans la chambre, le visage tendu, les yeux fixés sur l'enveloppe. « Où as-tu trouvé ça ? » ?»« Dans cette boîte. Qui a écrit cette lettre pour lui ?» Donna Rosignà inspira profondément, ses épaules s'affaissant soudain, comme si elle portait 20 ans de fatigue. Elle s'assit au bord du lit et regarda sa fille avec une expression qu'Anna ne lui avait jamais vue. Une culpabilité mêlée de peur. « Anna, je comptais te le dire un jour, mais pas comme ça, pas si soudainement. » « Me dire quoi, maman ?» Le silence dans la pièce était si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale, comme si lui aussi attendait la réponse. J'ai connu Monsieur Arthur il y a longtemps, quand il n'était qu'un jeune homme venu de la campagne, plein de rêves et couvert de dettes. Je travaillais dans un petit hôtel bon marché, je nettoyais les chambres, il vivait là pendant qu'il faisait ses affaires en ville. » Anna écoutait, le souffle coupé. « On s'est fréquenté un temps. Mais ça n'a pas duré. Il est parti du jour au lendemain, disant qu'il allait à Brasilia. Je ne l'ai plus jamais revu. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Maman, tu es en train de dire que... » Donna Rosignà baissa les yeux, mais ne nia pas. « J'ai écrit cette lettre quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais je n'ai jamais eu le courage de la lui remettre. J'avais peur qu'il se moque de moi, ou qu'il pense que je voulais son argent. » Anna resta figée. « Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être que tu es sa fille. » La phrase tomba comme un éclair dans un ciel clair. Anna sentit le sol vaciller sous ses pieds. Soudain, tout avait un sens. Le regard étrange qu'Arthur lui avait lancé à la fin de la réunion. La manière dont il avait évité de parler d'elle le lendemain. Ce sentiment familier qu'elle-même avait ressenti en se tenant à côté de lui. Mais avant de pouvoir digérer quoi que ce soit, elle demanda, la voix tremblante, « Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?»« Parce que je n'en étais pas sûre, et parce que je ne voulais pas que tu grandisses en croyant que le monde te devait quelque chose. Je voulais que tu réussisses par toi-même. » Anna tenait l'enveloppe entre ses mains comme une bombe prête à exploser. Et maintenant, que faire? La montrer à cet homme qui ignorait jusqu'à son existence? La lui remettre? Faire un scandale? Elle ne savait pas. Elle savait juste une chose, plus rien ne serait jamais comme avant. Et elle était loin de se douter que le lendemain, Arthur viendrait lui-même frapper à leur porte, à cause d'un coup de fil inattendu du service RH de l'entreprise. Il y a des choses qui ressemblent à des blagues, mais qui arrivent enrobées de silence et de honte. Arthur Menezes, le millionnaire qui ne savait même pas commander un café en anglais, allait maintenant faire face à quelque chose qu'aucune traduction au monde ne pouvait expliquer. Son passé, qui toquait à sa porte. Jeudi, 11 heures du matin. Arthur reçut un appel du service des ressources humaines.
Monsieur Arthur, bonjour. Désolé de vous déranger, mais quelque chose d'un peu délicat est arrivé. Une de vos employées, Anna Béatrice, a consulté hier un ancien dossier portant un nom très proche du vôtre. Apparemment, elle a accédé aux données confidentielles du fichier de sa mère, qui travaille aussi ici. Comment ça? Ce n'était rien de grave. On a juste trouvé étrange qu'elle ait imprimé un vieux document, et qu'elle soit repartie avec. Ça peut être une coïncidence, mais... Arthur resta silencieux. Pas un silence de réflexion, un silence de quelqu'un qui sent son estomac se retourner. Il raccrocha sans dire un mot, se dirigea vers la terrasse du bureau présidentiel, alluma une cigarette, ce qu'il ne faisait qu'en cas d'urgence émotionnelle, et contempla la ville. Il repensa à la jeune fille, à son attitude, à son regard. Il y avait toujours eu quelque chose de bizarre. Et maintenant, cette histoire de dossiers, de noms anciens, de RH et de cette femme de ménage qu'il n'avait jamais vraiment regardée dans les yeux. Son cœur, endurci par tant de négociations et de mensonges du marché, manqua un battement. Sans prévenir personne, il monta en voiture et ordonna à son chauffeur de l'emmener à l'adresse de l'employé. Ce n'était pas loin, mais cela lui semblait être à des années-lumière de son penthouse de luxe. Arrivé sur place, il frappa fort à la porte. La pluie s'intensifiait et il était impatient. Donna Rosina ouvrit et elle se figea. Elle reconnut immédiatement cet homme qu'elle avait connu dans une autre vie, maintenant en costume, les cheveux grisonnants, l'air fatigué, mais avec les mêmes yeux durs de l'époque où il l'avait abandonnée. « Je peux entrer ?» Elle hésita, mais s'écarta. Dans le salon étroit et modeste, Anna était assise sur le canapé, l'enveloppe sur les genoux. En voyant Arthur, elle se leva d'un bond. « Vous, je veux savoir ce qui se passe ici ?» lança-t-il sèchement. L'atmosphère devint lourde. La télévision était allumée sans le son, mais sa lumière clignotait sur les visages tendus comme un phare sans direction. « J'ai trouvé une lettre, monsieur Arthur, » dit Anna d'une voix ferme. « Une lettre écrite par ma mère, adressée à vous, et j'avais besoin de comprendre, de savoir si c'est vrai. » Arthur se tourna vers Rosina. Ils se fixèrent longuement. Et dans ce silence moite, sans un mot, il y avait tout. L'abandon, la fierté, la peur et une culpabilité jamais effacée. « Tu es en train de me dire que cette fille est ma fille ?» Rosina baissa les yeux. « Je dis que c'est possible, mais je dis aussi que ce n'est pas sa faute. S'il y a des comptes à régler, c'est entre toi et moi. Elle n'a rien à voir avec ça. » Anna fit un pas en avant. « Je ne veux pas d'argent, ni de nom, ni d'héritage. Je veux juste savoir qui je suis, et pourquoi vous n'avez jamais su. » Arthur inspira profondément. Pour la première fois depuis très longtemps, il ne savait que répondre. Il n'y avait ni excuse, ni argument, ni profit qui pouvait combler ce vide dans sa poitrine. « Parce que je ne savais pas que tu existais, et si je l'avais su, peut-être que j'aurais quand même fui, parce qu'à cette époque, j'étais un gamin avec de l'argent et un ego démesuré. Je n'étais pas encore un homme. » Anna serrait l'enveloppe dans ses mains comme une bombe prête à éclater. « Toute ma vie, j'ai entendu que j'étais fille de père inconnu. Mais maintenant, je suis là, devant un homme qui pourrait être ce père. Et tout ce que je veux, c'est que si c'est le cas, vous me regardiez comme une personne. » La phrase frappa Arthur comme un coup dans le ventre. Il regarda autour de lui. La maison était simple, mais empreinte de dignité. Chaque photo, chaque napperon au crochet disait qu'ici, on avait construit la vie avec ce qu'on avait, pas avec les restes des autres. Mais le pire restait à venir. Le lendemain, Anna fut convoquée à l'entreprise, pas par la direction, mais par une assistante juridique qui lui remit un document officiel. Elle était suspendue pour manquement au règlement. Motif, accès non autorisé à des documents internes. Oui, on parle de méritocratie, mais quand un pauvre grimpe trop vite, quelqu'un finit toujours par couper l'échelle. Mais ce que ces gens ne savaient pas, c'est qu'Anna était allée trop loin pour retourner à l'ombre, et elle allait prouver qu'elle n'était pas seulement fille de femme de ménage, ni seulement fille de millionnaire, elle était l'héritière d'une vérité que personne n'était prêt à entendre. Il y a des moments où le monde ne frappe pas doucement, il cogne. Et quand les coups pleuvent de tous les côtés, on n'a même pas le temps de se relever de la première chute.
Anna, qui n'était jusqu'alors qu'une silhouette discrète dans les couloirs de l'entreprise, était désormais la une des murmures acides. De la fille de la femme de ménage, elle était devenue la possible fille du patron. Et ça, mon ami, ça dérange beaucoup de monde. La suspension fut comme une gifle, une notification froide, un langage juridique, un ton de menace déguisée. Officiellement, elle avait enfreint les règles en consultant des fichiers confidentiels. Mais ce qu'elle savait, et toi aussi tu l'as deviné, c'est que cela n'avait rien à voir avec les règles. C'était une question de pouvoir. Les puissants n'aiment pas voir leur passé déterré par ceux qu'ils ont toujours regardés de haut. Ce vendredi matin-là, Anna quitta l'entreprise sans relever la tête. Elle ne pleurait pas, mais son silence était du genre qui fait plus mal que toutes les larmes. Les collègues, qui lui souriaient encore la veille, évitaient maintenant son regard. Les stagiaires chuchotaient. Et même Donna Rosigna, sa mère, marchait plus vite, le dos plus voûté, comme si elle voulait disparaître le long des murs. À la maison, Anna s'enferma dans sa chambre. Elle ôta son badge d'employé, encore accroché à sa chemise, et le posa sur la table, le regard figé dessus, comme on fixe un passé qui n'est même pas encore terminé. Puis elle rouvrit la vieille boîte en carton, celle où elle avait trouvé la lettre. Elle fouilla, photos, coupures, papier, à la recherche d'un indice, d'un fil qu'elle pourrait tirer pour recoudre cette histoire blessée. C'est alors qu'elle trouva une photo pliée au fond de la boîte, petite, en noir et blanc, ses bords jaunis par le temps. On y voyait un homme jeune, chemise entr'ouverte, cheveux en bataille, sourire large. À ses côtés, une femme mince, tenant un gobelet en plastique, riant. Derrière eux, une enseigne. Hôtel Guaporé, 1999. Anna retourna la photo. Au verso, une écriture simple. Arthur, notre dernière nuit au Guaporé. Elle pressa l'image contre sa poitrine. Elle ne savait pas si elle devait ressentir de la colère, de la tristesse ou juste un vide. Elle se sentait orpheline, mais cette fois, d'un père peut-être jamais si loin. Dans le salon, Donna Rosigna écoutait le silence de la chambre de sa fille comme on entend des cris. Elle préparait un café, sans sucre, comme Anna l'aimait, mais sa main tremblait en tenant la tasse. « Ma fille » appela-t-elle, d'une voix presque étouffée par la honte. « Je ne veux pas parler, maman. Je sais. » Elle s'approcha de la porte. « Mais je voulais juste que tu saches que je t'aime et que si je pouvais revenir en arrière, je referais tout autrement. » Depuis l'intérieur, la réponse fut sèche. « C'est bien ça le problème, maman. Tout le monde veut revenir en arrière, mais personne ne veut réparer maintenant. » Rosigna recula. Elle s'assit sur le canapé, les yeux pleins de larmes. Elle savait que la douleur de sa fille n'était pas que celle d'une suspension ou d'un doute sur son origine. C'était plus profond. C'était celle de ne pas savoir où elle avait le droit d'exister. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Arthur Menezes était agité. Assis dans son bureau, face à la vue panoramique de la métropole, il n'arrivait à se concentrer sur rien. Le téléphone vibrait, les emails s'accumulaient, mais son esprit était ailleurs, ou plutôt avec quelqu'un. Il se rappela d'un détail que personne ne connaissait, une relique de jeunesse qu'il avait gardée comme on garde un secret jamais digéré, une petite chaîne en or avec un pendentif en forme d'étoile, oubliée par Rosigna dans la chambre d'hôtel, plus de 20 ans auparavant. Il n'avait jamais eu le courage de la jeter. Il la gardait dans un coffre, comme on garde une faute qu'on n'a jamais su réparer. Ce soir-là, Arthur la prit en main pour la première fois depuis des décennies. Il caressa le métal usé du bout des doigts et sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était plus un simple objet, c'était le symbole d'un passé qui revenait le hanter. Mais sa fierté criait plus fort. « Tout ça, c'est une coïncidence, » répétait-il. « Ça ne peut pas être ma fille. C'est juste une gamine futée qui a appris l'anglais et qui se sert du nom pour grimper. » C'était le refrain qu'il se répétait comme un mantra. Mais plus il le disait, plus ça faisait mal d'y croire. Pendant ce temps, Anna préparait son sac. Elle devait partir, disparaître quelques jours, réfléchir, se retrouver. Et elle partit là où personne ne la connaissait, mais où sa mère lui avait toujours dit qu'elle pourrait recommencer, chez la grand-tante Nair, dans un petit village loin de la ville, où le téléphone ne captait presque pas et où le silence était complet. Elle devait s'éloigner de tout,
même de la douleur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est dans cet éloignement que la vérité viendrait frapper à la porte, avec un détail qu'Arthur lui-même avait oublié depuis longtemps. Il y a des gens qui doivent se perdre dans les bois pour enfin comprendre où se trouve leur vraie maison. Et Anna, ce matin glacial, assise sur la véranda de la maison de Tantener, au milieu de nulle part, avec l'odeur du bois brûlé et le chant des grillons un peu trop fort, commença à le ressentir. Là-bas, loin de la ville, des couloirs de l'entreprise, des rumeurs venimeuses et du doute qui tambourinaient encore dans sa poitrine. Elle recommença à entendre quelque chose qu'elle n'écoutait plus depuis longtemps, sa propre voix. La petite maison était simple, au toit bas, avec une porte en bois qui grinçait et un hamac suspendu entre deux colonnes en ciment bleu délavé. C'est dans ce coin oublié de la carte qu'Anna passait désormais ses journées, à lire de vieux livres poussiéreux sur les étagères, à aider Tantener à préparer des gâteaux de maïs au feu de bois et à tenter en vain d'éloigner le fantôme d'Arthur Ménézès qui hantait chaque recoin de sa mémoire. Mais ce fut au 3e jour, juste après le petit déjeuner, qu'un événement inattendu se produisit. Tante Naïr apparut avec une boîte à chaussures dans les mains. Une vieille dame de celles qui parle lentement et regarde droit dans les yeux, comme si elle lisait l'âme. Elle tendit la boîte, sans cérémonie, et dit « J'ai trouvé ça hier soir, en fouillant les affaires du père de ta mère. Je crois que ça t'appartient. » Anna ouvrit. À l'intérieur, enveloppée dans un papier de soie jaunie, se trouvait une petite poupée de chiffon, aux cheveux en laine noire, aux vêtements rapiécés, aux yeux brodés de travers. Sur son tablier, cousu à la main, un prénom presque effacé. Anigna. Ta mère a cousu ça quand elle était enceinte. Elle a passé des semaines à broder ce prénom, dit Naër. Puis un jour, elle est partie d'ici en pleurant, en disant que ce prénom ne servirait plus, que le père avait disparu, que tu allais grandir avec un autre nom. Anna regarda la poupée comme on regarde un miroir du passé. Elle la serra contre son cœur et ferma les yeux. À cet instant précis, elle comprit ce que sa mère n'avait jamais dit à voix haute. L'abandon était venu avant même sa naissance. Ce même après-midi, alors qu'elle marchait dans le jardin, un bruit de portail la fit sursauter. C'était la voiture noire de l'entreprise, moteur allumé, vitres baissées et sur la banquette arrière, lui, Arthur, pas avec son arrogance habituelle, mais avec un air fatigué, les yeux creusés, la bouche sans discours. Anna s'arrêta, la poupée toujours dans les bras. Ils se regardèrent longtemps, jusqu'à ce qu'il ouvre la portière et descende. Il était sans cravate, la chemise légèrement froissée, et dans sa main, une petite boîte en velours foncé. « Je ne suis pas venu m'excuser, ni te convaincre de quoi que ce soit. Je suis venu te remettre quelque chose que j'ai gardé bien trop longtemps, dit-il, en tendant la boîte. Anna l'ouvrit. À l'intérieur, la chaîne avec l'étoile. Elle ne dit rien, le regarda seulement. Et Arthur, d'une voix plus basse que jamais, ajouta « Je me souviens du jour où elle a laissé ça dans la chambre, et je me souviens aussi que je n'ai jamais eu le courage de la lui rendre. Aujourd'hui, je comprends que c'était à toi depuis le début. » Anna ferma les yeux, retenant ses larmes. « Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai vu ta photo avec ta mère, et aussi parce que j'ai fait un test ADN en cachette. J'ai pris ta fiche au RH. Il fallait que je sache. Même si au fond, je savais déjà. Et c'est positif. » Silence. Même les grillons n'osaient pas interrompre. Anna inspira profondément, la poupée de chiffon dans une main, la chaîne dans l'autre, et ces deux objets racontaient plus d'histoires que 1000 mots. « Alors, le même homme qui m'a suspendu veut maintenant être mon père ? Non, l'homme qui t'a suspendu essaie juste d'apprendre à être un homme. Père, il devra encore le mériter. » Elle avala sa salive. Et pour la première fois, Arthur baissa la tête devant quelqu'un. « Je suis ta fille, mais je suis bien plus que ça. Je suis la fille qui a étudié sans avoir de livres, qui a appris l'anglais avec des sous-titres, qui a affronté une salle remplie d'étrangers la tête haute. Et aujourd'hui, je suis la femme qui choisit ce qu'elle veut faire de sa propre histoire. » Il acquiesça. « Et si tu veux bien, j'aimerais commencer doucement, te connaître, t'écouter, sans rien imposer. » Anna se tourna, marcha vers la véranda, s'assit dans le hamac, respira profondément et dit, sans le regarder, « Le hamac, il balança deux, si on sait comment y entrer. »
Sinon, il se renverse. Il comprit le message, sourit pour la première fois, retira ses chaussures et s'installa doucement à l'autre extrémité. Là, sans faste, sans papier signé, sans notaire, sans héritage, un père et une fille recommencèrent, pas comme le dictent les lois, mais comme le dicte le cœur. Et pendant que le vent soufflait doucement dans le crépuscule, Anna leva les yeux vers le ciel rosé et murmura « Tu vois, maman ? La poupée s'appelle de nouveau Aninia. » Et sur la véranda de cette maison modeste, le hamac se balançait lentement, comme pour bercer non seulement leur corps, mais tout un passé. Il y a des vérités qui ne se faufilent pas doucement. Elles arrivent en défonçant la porte, en piétinant l'orgueil, en bouleversant l'âme de ceux qui ont toujours vécu dans le confort du mensonge. Et dans ce bureau éclairé par des lustres en cristal et parfumé de bois ciré, Arthur Ménézès allait le découvrir, de la manière la plus brutale, en se retrouvant dans le rôle de l'accusé, face à lui-même. Depuis sa visite chez Tantenaire, Arthur était un autre homme. Il n'avait rien dit à personne, mais il avait changé. Il laissa la voiture blindée pour un modèle plus simple. Il descendit boire le café du personnel, là où il n'avait jamais mis les pieds. Il salua les employés par leur prénom. Et surtout, il réintégra Anna. Mais c'était trop tard, parce que ce qu'il croyait être une simple sanction interne était devenu une affaire publique. Le lundi suivant, le syndicat de l'entreprise débarqua avec 2 avocats et une plainte formelle contre la direction. Motif ? Harcèlement moral et représailles envers une salariée à cause d'un lien personnel supposé avec le patron. Et là, mon ami, tout a explosé. Ce qui n'était qu'une rumeur de couloir devint une de journal, site d'actualité, chronique RH, forum sur les droits des travailleurs. Tous parlaient de l'employée bilingue suspendue après avoir découvert qu'elle était la fille du patron. La presse s'en délecta. Et le marché, il trembla. Les actions chutèrent. Les associés firent pression. Les investisseurs appelèrent, exigeant des explications. Dans la salle de réunion, celle où tout avait commencé, siégeaient maintenant les avocats de l'entreprise, les représentants du conseil, et une chaise vide, en attente d'Anna Béatrice, convoquée pour témoigner dans le cadre d'une enquête interne. Arthur était là, immobile, chemise claire, sans veste, les mains moites. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vulnérable, exposé, et sans contrôle sur le récit. Anna arriva accompagnée d'une avocate jeune, noire, cheveux relevés en chignon, posture inébranlable. Elle s'assit face à tous, sans peur. Il n'y avait pas d'arrogance en elle. Il y avait la vérité. Et la vérité, quand elle est entière, fait trembler ceux qui n'ont jamais eu le courage de la regarder en face. Mademoiselle Anna, confirmez-vous avoir accédé à des documents internes sans autorisation ? Je confirme avoir consulté ma propre fiche et celle de ma mère. Toutes 2 étaient accessibles dans le système et j'avais une autorisation partielle d'accès en tant qu'employé du service administratif de soutien. Il n'y a pas eu de violation. Et confirmez-vous avoir trouvé une lettre adressée à monsieur Arthur Ménézès ? Oui. La lettre était en possession de ma mère. Elle n'a jamais transité par aucun système de l'entreprise. L'avocat du conseil se racla la gorge. Et confirmez-vous avoir utilisé cette information pour embarrasser le président de l'entreprise ? Anna esquissa un léger sourire, mais resta ferme. L'embarras ne vient pas de la lettre. Il vient du silence, et d'une suspension qui n'a été motivée par aucune règle, mais par la peur. Les regards se croisèrent dans la salle. L'air était lourd comme du plomb. C'est alors qu'Arthur leva la main. Il demanda la parole. Il se leva lentement et dit « Ne lui posez plus de questions. Posez-les-moi. » Tous les yeux se tournèrent vers lui. « J'ai commis une erreur. Pas seulement en suspendant Anna, mais en vivant pendant des années enfermé dans l'image d'un homme que je n'étais pas. Le conseil peut me juger, la presse peut me crucifier. Mais cette jeune fille, elle n'a rien demandé. Elle a juste voulu savoir qui elle était. » Un des conseillers se leva furieux. « Te rends-tu compte de l'impact sur la réputation de l'entreprise ? On perd des millions. Et combien valent la dignité d'une fille qui voulait juste être reconnue ? » Silence. « L'entreprise est à moi. Mais la vérité, elle n'appartient à personne. Elle s'impose. Et si tout doit s'écrouler, qu'il en soit ainsi. »
mais que ça s'écroule avec la vérité debout. Anna le regardait sans ciller. C'était comme si, enfin, elle voyait l'homme réel derrière l'Empire. Quelques jours plus tard, l'enquête interne fut clôturée. Anna fut réintégrée à son poste. Le syndicat publia un communiqué saluant l'attitude de la salariée. Et Arthur convoqua une conférence de presse. Là, devant les caméras, les flashs, les micros, il déclara « Ceci est un communiqué bref. Je voulais simplement dire que cette entreprise a été bâtie par un homme qui ne parlait pas anglais, mais qui a appris une nouvelle langue, celle de la vérité. Et celle qui me l'a apprise, c'est ma fille. » Des applaudissements timides éclatèrent parmi les employés rassemblés dans le hall. Et, à cet instant, Anna ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti dans ce bâtiment auparavant, le sentiment d'appartenance. Elle n'avait plus besoin de cacher qui elle était, parce que désormais, le monde entier le savait. Mais ce qu'elle allait faire avec cette nouvelle place, ah ça, c'était encore un mystère. Et un mystère qui allait tout changer. Il y a des choses qu'on ne peut ni acheter ni hériter, on les construit, brique après brique, mot après mot. Et à ce moment-là, ce que voulait Anna Beatrice plus que tout, c'était construire quelque chose qui porte son nom, non pas comme un ornement, mais comme une racine. La même semaine que la conférence de presse, elle demanda un rendez-vous avec Arthur. Cette fois, non plus comme une fille cherchant un père, mais comme une professionnelle avec un projet. Ils s'assirent dans une petite salle de la fondation de l'entreprise, loin des projecteurs et des pressions de la direction. Dans sa main, un carnet rempli de notes. Dans ses yeux, une lueur nouvelle. Je veux créer un programme de formation pour les jeunes des quartiers périphériques, un centre de langue gratuit, ici, dans l'entreprise. Arthur haussa les sourcils. Des langues? L'anglais, le français, l'espagnol, pas juste de la grammaire. De la prononciation, de la culture, de la pratique. La plupart des jeunes ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne parlent pas la langue du marché. Je le sais, j'étais cette jeune, et sans un coup de chance, personne ne m'aurait jamais écouté. Elle retourna son carnet. Il y avait des graphiques, des chiffres, des statistiques. Mais ce qui toucha le plus Arthur, c'était une phrase écrite en grand. On ne veut pas la charité, on veut les outils. Ce n'est pas de l'assistanat, monsieur Arthur. C'est de la responsabilité, du changement réel. Arthur ne répondit pas tout de suite. Il regarda le carnet, puis la regarda elle, et acquiesça. Fais-le, mais fais-le à ta manière, et donne-lui ton nom, parce que maintenant, tu en as un. Quelques mois plus tard, on inaugura le centre Anna Beatrice de formation bilingue au sein même du siège de l'entreprise. Et dans son discours d'ouverture, elle déclara « Mon anglais ne vient pas d'une école privée. Il vient de nuits sans lumière, de films piratés sous-titrés. Et malgré tout, il m'a amené jusqu'ici. Imaginez ce qu'on pourrait faire, avec un peu de structure, de respect et de volonté. Les inscriptions bâtirent des records. Fils de femmes de ménage, fils de chauffeurs, fils de personnes. Maintenant, ils avaient un pont. Et Anna, désormais directrice du projet, arpentait les couloirs de l'entreprise avec une autre allure. Pas une allure hautaine, mais une allure enracinée. Parce qu'elle savait, appartenir, ce n'est pas être accepté, c'est occuper sa place avec dignité. Et chaque fois qu'elle croisait un nouvel arrivant au regard craintif, elle souriait et disait « Le premier mot que vous allez apprendre ici, c'est « welcome », parce qu'ici, vous êtes bienvenus. Mais ce qu'Anna ne savait pas encore, c'est que quelque chose d'encore plus profond était sur le point d'arriver. Quelque chose qui ne se résolvait ni avec un diplôme, ni avec un badge. Quelque chose qui touchait au pardon et au sang. Il y a des gens qui naissent invisibles, qui marchent dans des couloirs où personne ne les voit, qui parlent doucement pour ne pas déranger, qui mangent vite pour ne pas prendre de place. Anna faisait partie de ces gens-là, mais maintenant elle était plus. Elle était un symbole. Et avec un symbole, mon ami, on ne joue pas. Lors de la cérémonie des 30 ans de l'entreprise, Arthur monta sur scène. Il ne lut pas de discours, pas de prompteur. Il parla comme un vieil homme que la vie avait battu et qui avait appris. Quand j'ai fondé cette entreprise, je croyais bâtir un empire. En réalité, je ne faisais que construire des murs.
Aujourd'hui, grâce à une fille que j'ai voulu faire taire, j'ai compris qu'on grandit vraiment quand on ouvre des portes. Il regarda Anna, qui pleurait discrètement au premier rang. Il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas faits pour vivre dans l'ombre. Applaudissements, debout, et le cœur battant plus fort que n'importe quel tambour de carnaval. Il y a des changements qui commencent comme une graine minuscule. Personne ne la voit, personne n'y croit. Mais il suffit d'une goutte de courage et d'un rayon d'opportunité pour qu'elle devienne une forêt. Et Anna, elle continue, à semer, à enseigner et à faire entendre la voix de ceux qu'on ne regarde pas. Parce qu'il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas faits pour vivre effacés. Fin.